Parfait. Pour pouvoir maintenant avancer et aller jusqu'à 62, c'est important. Il y a eu le GPRA, il y a l'état-major, il y a les interférences entre toujours le militaire et le civil, il y a l'extérieur et l'intérieur, il y a également les négociations d'Évian, et on arrive à l'indépendance nationale. Est-ce que ce qui s'est passé après ce congrès de la Sommam, après la création du GPRA, ainsi que les négociations 60-61 jusqu'à le cessez-le-feu en mars 62, est-ce que dans ce cadre-là, il n'y avait pas, de 58 à 62, il n'y avait pas préparation intellectuelle d'un projet, d'une vision, parce qu'on était rentré dans une sorte de négociation avec la... Est-ce qu'il n'y avait pas déjà préparation d'un projet de société pour l'Algérie? C'est-à-dire qu'on est resté sans projet de société jusqu'à 62? Eh ben, c'est une question extrêmement importante et je te remercie de la poser parce que là aussi, il va falloir ouvrir une nouvelle page d'écriture d'histoire et de lecture d'histoire. Paradoxalement, à partir du moment où le congrès de la Soumane a doté la révolution d'une structure centrale de gestion, de contrôle et de direction, il y a eu des manœuvres essentiellement au niveau de l'Égypte. Parce que quand le congrès de la Soumane se passe, il y avait encore en Égypte, Benbella, Aïthamed, Khayr, et Boudiaf qui fait la jonction. C'est à ce moment-là que les services secrets égyptiens, les autres, n'est-ce pas, ont vu la possibilité d'une autonomisation de la révolution algérienne. Ce dont ils ne voulaient absolument pas. Au départ. Dès le départ, ils n'en voulaient pas. Parce que mouvement nationalitaire dans un pays arabe, il doit naître en Égypte. En Égypte. Mais pas ailleurs. Absolument. Et ça, c'est très important. Il faut oser aujourd'hui se tourner vers cette lecture. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à ce moment-là qui vont probablement nous éclairer sur ce qui s'est passé, sur les contradictions qui vont se passer entre les gens qui constituent le commandement de la Révolution en 56 et qui subitement, en 57, vont tous, comme un seul homme, se transporter. Et quand ils se transportent, ils ne vont pas en Égypte, ils vont en Tunisie. Ah, ça c'est significatif. Parce qu'ils avaient compris les enjeux de l'époque, ils avaient compris cette volonté maladive de l'Égypte de vouloir parrainer et phagocyter tous ceux d'aucuns vous disent, et moi j'ai longuement discuté avec Montauban, oui. D'aucuns vous disent qu'il y avait même, j'allais dire, une sorte d'approche mercantiliste égyptienne avec les Français, c'est-à-dire ils commerçaient avec les Français à travers l'idée du soi-disant soutien à la guerre de libération. C'est pas l'année 56 parce qu'il y a Suez. Non, je parle d'après. Après, oui. Je parle d'après, d'autant plus que en 57, Abdel Mandal a été assassiné. Avant de venir, pourquoi je dis ça, et je tiens à le préciser. Il y a un indice auquel nos historiens n'ont pas été attentifs. C'est le fait que, pourquoi au Maroc, le mouvement national marocain, qui a connu à peu près les mêmes tergiversations que l'Algérie, n'a pas été phagocyté par l'Égypte. Parce qu'il y avait une figure emblématique. Le Fessi. C'est pas le Fessi. Il y avait une figure emblématique du mouvement national marocain qui était l'hôte obligé, contenu et encerclé au Caire. C'est Abdelkarim Khattabi. Effectivement. Et tu sais que, et ça, Boudiaf l'a dit plusieurs fois, il a dit, nous avons toujours voulu établir des liens avec les Marocains, c'était plus facile au Maroc qu'en Égypte. Il nous était extrêmement difficile d'établir un contact avec Abdelkarim Khattabi parce que c'est un secret égyptien. L'isolé. Et celui qui a compris aussi, et pourquoi la direction
de la révolution s'est installé à Tunis, parce que un autre a compris les appétits voraces de l'Égypte, c'est Bourguiba. Bourguiba, non seulement voulait assurer son indépendance vis-à-vis de la France dans une certaine mesure, mais il était beaucoup plus subtil. Et il était intransigeant vis-à-vis de l'Égypte. Il aurait fallu qu'on lise ça, qu'on le comprenne. Pourquoi Bourguiba était intransigeant avec l'Égypte? Pourtant, beaucoup de révolutionnaires tunisiens ont été très souvent exilés en Égypte. Bayram Tounsi, pour ne citer que celui-là. Pourquoi la Tunisie, dès le départ, dès le processus d'indépendance, a tenu à garder ses distances? Peut-être que c'est une affaire de leadership aussi, parce que le charisme d'un Bourguiba aussi, j'allais quelque part l'empêcher d'accepter la domination, j'allais dire, mythique d'un certain Nasser, d'une certaine révolution égyptienne 52, etc. La Tunisie est un pays modeste. Mais pas Bourguiba. Bourguiba, voyez en lui un empereur, un cas, j'allais dire, à part dans le leadership du Maghreb et de la Méditerranée. Bourguiba, je pense que le conflit plus ou moins qu'il avait avec l'Égypte et avec la classe politique égyptienne et avec Nasser, était qu'il se méfiait de l'intransigeance des Égyptiens quant à l'option d'arabisation radicale et d'islamisation. Beaucoup plus que question de leadership. Parce que dans la conscience culturelle tunisienne, il existe un élément important. Les Tunisiens se considèrent à l'égal des Égyptiens. Ils considèrent Jamal Zitouna aussi important que l'Azhar. Que le Qayrawan ou l'Azhar. Absolument. Ils te disent pourquoi eux et pourquoi pas nous. Ils ont eu Mohamed Ali, nous avons eu le grand, comment il s'appelle? Le Bey. Le Bey, oui, le nom va me revenir. Kherdin. Donc il y a un problème comme, en plus, Bourguiba, je crois, a compris le problème de la décolonisation, les dangers du nationalisme islamique ou du nationalisme pan-arabe. Et son modèle à lui, par contre, il est un peu comme Abbas. C'est la Turquie. C'est la Turquie. Kamel Atatürk. C'est Kamel Atatürk d'une part, et c'est le modèle de la construction européenne. C'est le modèle de la nation européenne et de l'État européen. Même si, en matière de liberté... En matière de liberté et de culte de la personnalité. C'est exactement le contraire de la tradition européenne. Sur l'émancipation de la femme, il a été très loin. Très loin. Il y a des questions... Maintenant, une question et on termine ce chapitre, ce long chapitre sur le mouvement national, la guerre de libération et l'indépendance. En tant qu'intellectuel, en tant qu'universitaire, féru de l'histoire, chercheur, connaisseur j'allais dire, des rouages de l'écriture de l'histoire et de la manipulation, de la monopolisation et de la manipulation de notre histoire. C'est un peu trop. Alors, c'est trop pour toi, mais c'est peu pour nous. Cette histoire des accords d'Évian, penses-tu sincèrement que les Algériens, enfin, du moins les Français comme les Algériens, ont dit toute la vérité sur ces accords? Franchement, non. On a mis du temps à découvrir que, par exemple, les Français avaient obtenu la possibilité de poursuivre les essais nucléaires. Ça, ils ne pouvaient pas le faire si la chose n'avait pas été discutée à Évian. C'est un problème de souveraineté. La question de Marcel Killer. Là aussi, je peux rapporter un témoignage. Boudiaf qui dit quand Khalil Qassem est parti, ça lui a été rapporté parce qu'il n'était pas présent. Qui ne lui a rapporté? C'est une mauvaise langue, sans doute. Probablement quelqu'un qui en voulait à Khalil Qassem. Il dit on a discuté, y compris avec carte d'état-major à l'appui. Et les Français ont demandé la conservation pour un certain temps de la base militaire de Marcel Oh. Marcel Kibeli. Oui. Et
ils ont étalé la truc, et à ce moment-là, on explique à la délégation algérienne que c'est clair, il faut du temps pour démanteler, on a besoin pour des questions sécuritaires, etc., quitte à gérer la chose en même temps, etc. D'ailleurs, entre parenthèses, pour nos amis, oui. ils n'ont quitté Marcel Kibir qu'en 68. Exact. Mm. Et encore, il faudrait vérifier si vraiment c'était 68. Pas très sûr. C'est pas très sûr du tout. Je pense que probablement ça a dû se faire beaucoup plus tard, dans la tourmente des années 70, lors de la crise du pétrole. En 68, je demande à voir. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je préfère dire je ne sais pas. Mais ils disent, quelqu'un a rapporté, il m'a dit, Karim Lucas m'a dit, oui, mais si c'est simplement ce point sur la carte, il faut le leur donner. Ah. Ça m'étonne. Ça veut dire que finalement, y compris dans la délégation qui est allée à Évian, il y avait des dissensions, il y avait des haines, mais qu'elles étaient tues plus ou moins, et on s'attendait, c'est toujours le même problème, on s'attendait aux bourdes et aux boulettes que pouvait faire le chef de la délégation, qui, comme chacun sait, était un grand baroudeur, mais sur le plan politique, marraine. C'est un grand homme, baroudeur, mais quelle est sa formation politique? Rien. Jusqu'à la cécité où, dans la crise du NTD du Congrès d'ONU, il choisit de suivre Sadekaj plutôt que les centralistes. Il y a un manque de discernement, un manque de formation politique, un manque de conscience politique, mais un courage à toute épreuve, un engagement à toute épreuve, ça c'est indiscutable. C'est-à-dire le courage d'un Mazir, un homme libre. Un homme libre, un barbare. Parfait. Est-ce que tout ce processus-là, un bouillonnement des idées, des contradictions, des violences fratricides, des tentatives de vision, de projet par les uns, par les autres, depuis le mouvement national, est-ce que tu ne penses pas que tout ça a été complètement, j'allais dire, éteint par le congrès de Tripoli, qui a fait des choix définitifs pour mettre fin à la pluralité, pour mettre fin à la différence idéologique, pour mettre fin à tout ce qu'on veut, et établir le parti unique et la même mise sur aussi bien l'indépendance que le pouvoir. Je crois que le congrès, enfin ça c'est une lecture qui m'est personnelle. Oui, on a besoin de ta lecture en tant qu'intellectuel. Je crois que le congrès de Tripoli, c'est précisément la poursuite de la stratégie mise en place en 1956 par le congrès de la Soumane, c'est-à-dire éviter la reprise du processus élitaire dans l'Algérie indépendante.